Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Jorge Volpi, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter ce mot à mot ici à Biarritz à l'occasion du festival Culture Cinéma latino-américaine. Vous êtes, vous, un grand écrivain mexicain. Et je pensais à vous poser une première question sur Contra Trump, Panfleto Urgente, publié chez Debate, Jorge Volpi, pas traduit encore en français, mais avec cette phrase de quatrième de couverture qui dit ceci, Trump n'est pas une anomalie, c'est la conséquence naturelle d'une accumulation de mensonges. Et par rapport à ce que vous êtes, grand écrivain mexicain, je l'ai dit, vous êtes actuellement directeur de la culture à l'Université de Mexico. Vous avez dirigé une chaîne comme Arte, qui s'appelait Canal 22 au Mexique. La question que je me posais, c'est quand vous êtes aussi radical et aussi critique, on le verra dans une seconde, par rapport au pays dans lequel vous habitez, et notamment par rapport à la corruption, par rapport à son système policier et judiciaire, est-ce que vous risquez votre peau? Et donc le premier mot, puisqu'on est dans un mot à mot que j'ai envie de vous proposer, c'est votre peau. Est-ce qu'il y a un risque d'être aussi violent contre Trump, d'être aussi critique dans votre pays, et on va le voir dans une seconde, qui est un pays de violence extrême, que vous dénoncez? Est-ce que vous vous mettez en danger? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, pas pour moi. Le Mexique, depuis 2006, quand le président Calderón a déclenché la guerre contre le narcotrafiquant, est devenu un pays très violent. Et on a 250 000 morts à cause de la violence depuis 2006. Et le Mexique, c'est aussi le pays le plus dangereux au monde, après la Syrie, pour les journalistes. Surtout pour les journalistes qui travaillent et qui dénoncent toujours la corruption entre les politiciens et les narcotrafiquants. Là-bas, c'est très dangereux. Par fortune, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis surtout un romancier, non, pour moi, ça n'a été pas le cas. C'est-à-dire, je n'ai reçu jamais des menaces, j'ai pu travailler et même dénoncer, et aussi avoir la liberté d'expression qui maintenant existe au Mexique en même temps. C'est-à-dire, c'est paradoxal parce que c'est très dangereux, mais en même temps, et depuis l'année 2000 qu'on a changé de régime et a fait une transition à la démocratie, l'unique chose qu'on a gagnée, c'est une certaine possibilité d'avoir cet esprit critique et liberté d'expression. Pour faire écho à ce que vous dites, chiffre au 25 août 2019, c'est-à-dire c'est pas le mois dernier, mais c'est le mois d'avant, oui. Il y a 10 journalistes qui ont été tués au Mexique depuis le début de l'année, oui. et on estime à une centaine, Reporters sans frontières estime à une centaine de morts depuis 2000 le nombre de journalistes. Donc quand on est aussi critique du système comme vous l'êtes, on se dit vaut mieux être écrivain que journaliste. Oui, c'est paradoxal aussi, mais oui, c'est beaucoup mieux être romancier, écrivain que journaliste. Surtout, comme je viens de vous dire, et les journalistes et les reporters qui travaillent autour de la corruption qui se mène entre les politiciens et les narcotrafiquants, les banques criminelles. Là-bas, c'est vraiment très dangereux. Et les chiffres que vous avez racontés, justement, sont épouvantables et montrent le danger, les vrais dangers que les journalistes et les reporters ont quand ils traitent ce type de sujet. Je vais vous lire, et on va parler de ce livre qui est le dernier, qui est votre actualité. Un roman mexicain, ça aurait pu s'appeler un roman criminel, mais le titre était déjà pris, qui est traduit par Gabriel Iacouli, qui est votre traducteur de référence aux éditions du Seuil. Et pour le coup, dans ce roman mexicain, sous-titré L'affaire Florence Cassé, vous racontez un épisode qui illustre parfaitement l'idée de la corruption
de la police et de la justice au Mexique. Et vous écrivez par exemple ceci: une blague abominable me revient à l'esprit. On organise un concours entre le FBI, le Mossad et un membre de l'AFI pour établir quel est le policier le plus efficace du monde. On a lâché un lapin dans la ville, annonce l'arbitre aux 3 policiers. Celui qui le trouve et le ramène le plus rapidement aura fait la démonstration que sa corporation est la meilleure du monde. Le premier soumis à l'épreuve est l'agent du FBI. Il relève les empreintes du lapin et 2 heures plus tard revient avec lui. Le public applaudit. Vient le tour de l'agent du Mossad, il fait de même, renifle, enquête, attrape le lapin et le ramène au bout d'1 heure. Les applaudissements redoublent. L'agent de l'AFI, ça c'est pour le coup la police mexicaine, lui s'éloigne sans se presser et revient un quart d'heure plus tard. Ce n'est pas un lapin qui l'amène, mais un éléphant qu'il tient par la trompe. L'énorme animal, couvert de plaies et de blessures, reconnaît en versant de chaudes larmes « Je suis un lapin, je suis un lapin, je suis un lapin ». Donc on torture aussi au Mexique. Oui. Dans cet humour que passe forcément toute votre critique du système. Dans la noirceur de cette blague, la réalité épouvantable, horrible du Mexique. C'est-à-dire un pays où la justice ne marche pas du tout, où la justice n'existe pas vraiment. C'est presque impossible d'avoir justice au Mexique, soit dans le domaine de meurtre, soit dans le domaine de disparition, et les viols, etc. Donc c'est vraiment terrible. Et les chiffres sont que seulement en 10% des cas, devient justement une élucidés, sentence. sont élucidés. Oui, voilà. C'est-à-dire que tout le reste... Tout le reste continue à être dans l'ombre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les autres crimes. Pourquoi avoir choisi l'affaire Florence Cassé? Avant que vous le disiez, je vous propose qu'on regarde, qu'on remette en perspective cette affaire. Elle date de 2005. C'est une affaire montée par la police, par la justice mexicaine. Voici ce qu'on en disait sur les télévisions françaises à l'époque. Florence Marie-Louise Cassé-Crottin. La Française accusée de kidnapping, les Mexicains la découvrent en 2005 lors d'une intervention policière filmée et présentée comme un direct à la télévision. Le FBI mexicain veut alors montrer son efficacité dans la lutte contre les kidnappings. Non sabía nada. J'en sais rien. Florence Cassé nie catégoriquement être au courant des activités de son ex-fiancé, accusé d'être le chef du gang. Plus tard, la police reconnaîtra qu'il s'agissait d'une mise en scène, mais le mal est fait. Pour les Mexicains, meurtris par des milliers d'enlèvements, Florence Cassé est la kidnappeuse, la diabolique qu'il faut punir. 60 ans de prison. L'affaire devient politique. Nicolas Sarkozy s'implique personnellement, appelle régulièrement la jeune femme au téléphone. Il demande son transfèrement en France. Rien n'y fait. La crise diplomatique est ouverte. En 2011, l'année du Mexique en France est même annulée. Il faudra attendre le changement de président dans les 2 pays pour dépassionner l'affaire. La discrétion est désormais de mise, mais l'Élysée soutient toujours la jeune femme. Valérie Trierweiler confiera par exemple qu'elle envoie régulièrement des colis à Florence Cassé. Pourquoi est-ce que cette affaire est l'objet de votre dernier roman traduit en français? C'est un cas qui m'a frappé et qui a frappé beaucoup l'opinion publique mexicaine. Et c'est à cause que c'est un cas qui est en même temps exceptionnel et normal au Mexique. Exceptionnel parce qu'à cause de la nationalité française de Florence Cassé, on a pu savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là. L'intervention, quelque part trop costaud de président Sarkozy, a servi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là. Dans votre livre, si je me souviens bien, vous parlez d'un combat de coq entre Sarkozy et Calderón, entre les 2 présidents, alors que Sarkozy était là-bas avec sa femme pour essayer de faire libérer Florence Cassé. Et en même temps, c'est un cas normal, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec Florence Cassé et son copain Israel Vallarta, c'est ce qui se passe toujours au Mexique. C'est-à-dire c'est un pays où il n'y a pas de tradition de recherche dans la police, où la vérité est créée avant pour les politiciens et les membres de la police et les juges, avant, et que le cas soit
recherchés par de vrais spécialistes. Et il y a toujours la création des coupables, il y a toujours la création de ces preuves, et il y a la torture et la corruption. Un roman mexicain, alors en exergue Paul Valéry, le mélange du vrai et du faux est énormément plus toxique que le faux pur. Là, on va peut-être axer notre conversation sur la littérature. Vous faites de la fiction. En général, oui. En général, oui. Même si vous avez fait des essais, hein, notamment sur le rapport des intellectuels avec les révolutions, notamment 68 par exemple. Mais qu'est-ce que c'est quelle est la bizarrerie de ce roman qui part d'un fait divers et qui pour le coup s'appelle quand même roman? Qu'est-ce que c'est que cette forme littéraire-là? Oui. Bon, c'est un cas où la fiction a été menée par la police et les pouvoirs. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de ne pas écrire un roman basé sur des faits réels, basé sur ces faits divers. Un roman documentaire, dites-vous. Mais un roman documentaire, un roman science-fiction. Et pour montrer justement que c'est la police et que sont les autorités qui inventent toujours ce qui se passe dans un cas criminel. Et je sentis que qu'il aurait été impossible de montrer la force et l'indignation du lecteur envers ce que fait la police et les pouvoirs avec un roman tout à fait simple, un roman avec fiction. Comme ça, mon métier paradoxal, c'est qu'un romancier qui fait la fiction essaie de trouver la vérité parce que c'est la police qui crée la fiction. Vous êtes matheux de formation, vous avez étudié aux États-Unis, vous avez étudié en Espagne, vous avez étudié en France, vous avez connu un succès incroyable avec à la recherche de Klingsor qui est, chez les Allemands, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, qui est celui qui travaille sur l'arme atomique. Oui. Hein. Vous êtes par ailleurs, dans toute votre vie, il y a cette ambivalence, c'est-à-dire pas seulement écrivain, mais aussi diplomate. Vous avez dirigé l'Institut culturel mexicain à Paris, vous avez été attaché culturel d'ambassade. Alors, première question, avant de revenir sur la littérature, pourquoi ce que j'appelle moi une ambivalence? Vous écrivez des romans qui sont des romans épais. Est-ce que vous avez du temps à perdre avec la diplomatie? Bon, je ne sais pas pourquoi. Même si c'est une tradition française des écrivains. Aussi des écrivains même si dans la diplomatie ou des écrivains qui font Macron n'a pas réussi à faire nommer le sien, mais bon. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, a été une coïncidence. J'étais appelé pour devenir l'attaché culturel du Mexique ici en France. Je n'imaginais pas ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup aimé faire un travail culturel aussi. Donc je suis devenu aussi le directeur de cette chaîne de télévision, du Festival Cervantino, que c'est le festival le plus important en Amérique latine des arts vivants. Et maintenant, je suis le responsable des cultures de l'Université nationale, qui c'est énorme aussi au Mexique. Donc vous êtes un hyperactif? Oui, je crois. Et il y a aussi des moments où je préfère ne rien faire qu'écrire. Je le fais aussi. Donc j'essaie de mélanger ces deux passions avec une troisième, que c'est la possibilité d'enseigner. J'aime beaucoup être prof à l'université. Alors, la littérature telle que vous la pratiquez, c'est une littérature qui s'est incarnée à un moment avec 6 de vos petits camarades d'université ou d'école dans un mouvement qu'on a appelé le CRAC, qui était plutôt donc un mouvement littéraire qui faisait référence au boom, qui était... pour le coup, cette école littéraire de vos ancêtres, hein, latino-américains, veux-je dire. Et pour aller très vite, c'était une forme d'hommage, mais le CRAC, c'est plutôt une émancipation d'une jeune génération d'écrivains latino-américains qui se disent on va arrêter d'être dans nos racines, nos mythes, etc., et on va faire de l'universel. Oui. Bon, avec Klingsor, vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale. Dans vos autres romans, vous parlez des rapports Nord-Sud, vous parlez de l'Est-Ouest, etc., etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez eu besoin, comme écrivain, de vous émanciper la littérature américaine, Garcia Marquez, etc., est suffisamment riche pour qu'on n'ait pas à aller chercher la Deuxième Guerre mondiale en Europe?
Bon, on admirait beaucoup la génération de boom. J'entends. On admirait beaucoup García Márquez et le réalisme magique de García Márquez. Mais à un certain moment, le réalisme magique est devenu une espèce de cliché de l'Amérique latine. Et justement, on n'aimait pas ça. L'idée qu'on était forcé à trouver notre identité latino-américaine dans le réalisme magique. C'est-à-dire, quand le faisait García Márquez, c'était merveilleux, c'était admirable. Mais en même temps, une troisième génération après García Márquez continuait de faire la même chose. Ça, on n'aimait pas. On ne voulait pas être qu'exotique. C'est-à-dire, l'exotisme, c'est toujours, pour nous, dans le troisième monde, et c'était toujours l'idée que l'écrivain latino-américain devait écrire des romans latino-américains. Pour nous, c'était la possibilité d'être aussi universel, d'écrire des romans sur le Mexique et sur l'Amérique latine, je l'ai fait, mais aussi d'écrire des romans sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la Russie, sur la France, avec la même légitimité d'un écrivain des grands pays, un écrivain français, un écrivain américain. Un écrivain français ou américain, personne ne le questionne s'il écrive des romans sur le Mexique. Mais le contraire, oui, parce qu'on est forcé à être exotique. Et les cracks, c'est qu'ils voulaient se changer complètement cet état des choses. Le crack, ça n'a évidemment rien à voir avec la drogue. Non. À l'époque, on ne savait pas que le crack était une drogue. Vous êtes né en 68, je le précise. Oui, en 68, oui. Donc le crack a commencé en 1994. Et à l'époque, on ne savait pas que le crack c'était une drogue. Vous aviez 18-20 ans, hein. Oui. C'était ça, voilà. C'était ça à l'époque. Une précision, Kingser, ça a été traduit, vous le disiez dans une conférence que vous donniez à Biarritz, ça a été traduit, à ce jour traduit en 30 langues, oui. ce qui est une marque de succès. Je vous lis, Examen de mon père, toujours au Seuil. Mon père insérait souvent une pièce de 20 centimes en cuivre, il me semble bien, entre l'auriculaire et l'annulaire de sa dextre. Puis il la faisait glisser entre un doigt et l'autre jusqu'à ce qu'elle soit entre son pouce et son index, d'où il commençait le parcours en sens inverse. Il pouvait le faire pendant quelques minutes sans commettre de maladresse, puis il répétait l'exercice, côté sénestre, avec autant d'adresse. Ce tour de prestidigitateur lui servait à s'assurer de l'agilité de ses mains et en même temps à nous épater. Malgré nos efforts, ni mon frère ni moi n'avons jamais réussi à l'égaler. Il était aussi capable de faire des nœuds compliqués d'une seule main et de glisser sans coup férir un fil dans le chat d'une aiguille. Au bloc opératoire, donc votre père était chirurgien, sa dextérité devait être encore plus surprenante, mais je n'ai eu ni l'occasion ni le désir de m'en assurer. L'emblème des chirurgiens, y compris à l'Academia Mexicana dont il était membre, est une paume ouverte avec un œil au milieu pour opérer. La main doit voir. Là aussi, il y a une forme de ce qu'on trouve chez Annie Ernaux, en France, hein, la petite histoire dans la grande histoire. Donc là, Examen de mon père, c'est l'histoire de votre père chirurgien, mais immédiatement dimensionné à l'histoire de votre pays au travers d'une partie du corps. D'où vient l'idée et ce besoin de partir du petit pour aller au sociétal? Je ne sais pas très bien. Quand mon père est décédé, il y a 5 ans, et j'ai décidé d'écrire un livre sur lui. C'était la forme de mener mon deuil autour de mon père. Donc l'unique chose que je savais quand j'ai commencé le livre, c'est que j'allais écrire 10 essais, ou 10 récits, autour de mon père, autour du corps, parce qu'il était chirurgien, donc le corps c'était sa matière de travail. Mais aussi, j'ai commencé ce livre au moment où les corps s'accumulaient au Mexique, justement à cause de la violence. Donc pour moi, c'était évident que la maladie de mon père a eu une dépression assez forte pendant les derniers 8 ans de sa vie. Et c'était le même temps où le Mexique a commencé à être un pays très violent, avec ces chiffres de morts épouvantables. Donc pour moi, c'était une espèce de miroir, la maladie de mon père, la maladie du Mexique, l'idée de parler du corps directement, c'est-à-dire une partie du corps, et comment mon père se relationnait avec cette partie du corps, mais aussi le côté métaphorique, le corps social, le corps du Mexique. Et le livre va comme ça, toujours. Commence avec une partie du corps, les rapports entre cette partie du corps et mon père, et après, ça va
au milieu social et voir qu'est-ce qui se passe avec la main, avec le cerveau, avec le cœur, etc. Dans le même registre, on conseillera... Mais merci de votre dimension pédagogique. Vous êtes également professeur, mais c'est bien aussi de donner à ceux qui nous suivent des repères par rapport à ce pays que vous incarnez si bien. Tiens, un latino-américain, Julio Cortázar, écrire comme on appelle une ambulance, ça vous concerne? Oui, c'est bien. Ça vous va? Oui, ça me va, oui, c'est très joli comme expression. La question suivante, les bandits. Oui. Alors, je ne sais plus quelle année c'est les bandits. 2015, oui. Traduit en 2015. Hein. Vous écrivez ceci, notamment, qui aurait pu dire que le communisme serait une fête. Quand elle avait fini par annoncer à son ami Lee qu'elle était prête à entrer au parti, elle croyait continuer la lutte antifasciste dans laquelle elle s'était lancée en compagnie de Casella, sans pouvoir deviner que sa militance lui procurerait une succession ininterrompue de coucheries avec d'autres agents. Au cours des 6 derniers mois, elle avait reçu chez elle et dans son lit une vingtaine de rouges en quête d'une planque. Peut-être Juliette avait-elle raison, et le capitalisme surestimait-il le sexe? Pourquoi le limiter et en restreindre le champ, comme si du seul fait de coucher avec quelqu'un, il fallait s'allier à sa famille? Jusqu'à présent, si son activité dans le parti n'avait pas été particulièrement intense, sa vie sexuelle avait été des plus variées. Il était dommage que Juliette eût tout à coup disparu. Lui découvrir son trio avec Yorgos et Hussein, il n'allait pas tarder à la laisser tomber, mais elle n'en savait encore rien, aurait été un plaisir. Sans doute son amie l'aurait-elle applaudi. Donc dans ce livre, la référence à la politique avec 2 questions, et la référence aux femmes aussi, à ce qu'est la sexualité et le nombre de femmes qui sont tuées, notamment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec cette double question, au-delà de ce que vous faites et de la dénonciation que vous profériez ici au début de cette conversation, comment est-ce qu'on se sort de ces situations à ce point pourries, si vous me passez la trivialité du qualificatif, que ce soit au Mexique, mais toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, hein, ou à bas bruit, y compris dans les démocraties les plus avancées. Hein, la question de la violence ou la question du maintien de l'ordre est posée. Je le dis presque chaque semaine, j'écris dans les journaux au Mexique et toujours je parle de la même chose. Je crois que ce qui est urgent, complètement urgent au Mexique, c'est réformer, recréer le système de justice. C'est ça qui nous manque. Parce que seulement avec un système de justice indépendant, confiable, efficace, on peut changer l'état des choses. Parce qu'il y a tellement de crimes, soit le crime est lié à la violence, soit à la corruption, que l'unique forme de changer ça, et il y a 2 pays qui l'ont fait, c'est changer la perception de la justice. Et savoir que s'il y a de la justice, il y a la possibilité de la réconciliation, de la vérité et de la non-répétition des choses qui ont passé. Jour de colère, donc. Oui. 2 dernières questions. Vos livres sont épais, mais en même temps, vous êtes aussi un adepte de la forme courte. Oui. Quelle est celle que vous préférez, même si la forme courte, c'est en général le lieu d'entrée dans la littérature des écrivains? Bon, j'aime beaucoup écrire des gros romans. La tradition que j'adore, c'est toujours ces gros romans. J'aurais voulu écrire La Montagne Magique ou Dr Faustus ou je ne sais pas, ou Guerre épée. Mais en même temps, j'adore pas les nouvelles, pas les contes, c'est-à-dire pas les textes trop petits, mais cette distance moyenne entre les nouvelles et les gros romans, qu'on appelle un peu en France récit, mais qu'en espagnol n'a pas de nom. C'est-à-dire la novela corta, les romans courts. Les romans courts, ouais. Je vais donner une précision parce que j'y pensais comme ça, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais en fait pour écrire un roman mexicain, vous avez, grâce à l'une des familles, vous avez pu avoir accès au dossier de 20 000 pages. Et par ailleurs, vous êtes allé retrouver Florence Cassé qui, dans le Pas-de-Calais, aujourd'hui travaille et a ouvert un restaurant. Jorge Volpi, merci de cette conversation, de cet échange, de ce mot à mot. Avec cette dernière question, quel est votre mot de minuit? Papalote. Papalote? Qu'est-ce ça?
Papalote, c'est le cerf volant. Et pourquoi Et j'adore ces mots. C'est un mot d'origine aztèque, c'est un mot nahuatl. J'adore toujours penser comment quelque chose peut voler en même temps, comme l'imagination. Et alors, je rajoute quand même une question. Quels sont tout à l'heure, on parlait du père, donc la question de la transmission par le père. Quelles sont vos références littéraires aujourd'hui? Quels sont les 2 ou 3 auteurs qui marquent votre œuvre? Bon, surtout les auteurs vivants, que je vais dire, c'est Coetzee, qu'on aura le plaisir... Le Sud-Africain. Oui, les Sud-Africains, le prix Nobel, Coetzee, que la semaine prochaine sera au Mexique. On va avoir la possibilité de lui rencontrer. Octobre 2019, oui. Oui, voilà. Et en France, j'admire beaucoup. J'ai rencontré l'année dernière Emmanuel Carrère, justement, qui écrit des romans documentaires. Et pour moi aussi, c'est une espèce de référence. Et aussi, pour dire un écrivain espagnol, même si je suis toujours presque en désaccord avec ses opinions politiques, je crois que Vargas Llosa continue à être notre grand écrivain. Conversation à la cathédrale. Oui. Por exemple, hein? Bon, par exemple. Merci beaucoup. Merci et Papalote. Hein? Papalote. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.